Chers amis, je vous salue tous et toutes. J'espère que vous m'entendez bien parce qu'apparemment, j'ai toujours pas de vrai micro, hein. Pardonnez-moi si le son est bas. Écoutez, sinon, montez-le vous-même si vous pouvez. Moi, je vais le mettre au maximum. Voilà, j'espère que ça va aller. J'espère que vous allez bien, chers amis, que tout se passe bien chez vous après une semaine de travail. Bon, c'est vrai que pour vous, ce sera dimanche. Pour moi, ici, c'est samedi. Pour l'instant, je l'enregistre la veille, comme toujours, hein. Et donc, nous allons poursuivre notre pèlerinage ou pérégrination dans les dirigeants du pays des fromages depuis la chute ou plutôt comment dire l'abandon de poste de Philippe Ier, dernier roi dans le pays des fromages. Et vous verrez que ça a des conséquences. D'ailleurs, vous commencez à le sentir, non? Vous avez vu déjà que le troisième président, je crois, bien sûr après le gouvernement provisoire, hein, mais comment il s'appelle, Adolphe Thiers, déjà, ou celui qui lui a succédé, déjà, il commençait, j'allais dire, à s'ingérer dans les affaires du législatif, c'est-à-dire de la Chambre des députés, n'est-ce pas? Autrefois, on disait Chambre des députés ou Chambre des représentants, enfin, comme vous voulez, c'était ça autrefois sous la Troisième République ou la Deuxième, hein, surtout. Et donc, vous voyez que déjà des ingérences du chef de l'État, donc qui siège à l'Élysée, hein, puisque son siège est à Paris à l'Élysée. Matignon étant le chef du gouvernement, actuel Premier ministre, hein, aujourd'hui c'est Premier ministre, mais autrefois, sous la Troisième République et même sous la Première et Deuxième, c'était le chef de gouvernement, c'est comme ça qu'on les nommait, hein. Et donc, déjà, il commençait à s'ingérer dans les affaires de l'État, autrement dit, des ministres. C'est là qu'on voit qu'il n'y a pas de séparation de pouvoir. Donc déjà, la Constitution de 1789 n'existait plus. Déjà, puisqu'elle a été, cette Constitution réformée en 1804 sous Louis Bonaparte, Napoléon, hein, de mémoire. Après, ça a été 1886, je crois, ou 1876, non. Mais peut-être que si après la chute, enfin, on va dire, le départ de Philippe Ier, je crois que tout de suite après, ils ont réformé la Constitution. Donc, vous voyez, déjà, il y avait des petites magouilles en coulisses qui déjà préparaient le terrain de ce que nous avons aujourd'hui dans le pays des fromages avec l'actuel président, enfin, du moins, l'actuel locataire de l'Élysée, à savoir Emmanuel Macron. Emmanuel Macron n'est pas le premier. Il ne sera sûrement pas le dernier, je ne sais pas. Tant que le pays des fromages ne va pas au fond, tout au bout de sa déchéance ou de sa dégénérescence, il n'y aura pas de redressement. Il n'y a pas d'hommes, il n'y a pas de femmes, bien sûr, qui soient capables aujourd'hui de redresser le pays. Mais je pense que il faut pas non plus être pessimiste, hein, loin de là. Mais voyez que les rois avaient au moins quelque chose de bon. Bon, pas toujours, c'est vrai. Il y avait des mauvais rois, il y avait des mauvais gouvernements royaux, il y avait des mauvaises pratiques des princes. Évidemment, on n'en doute pas. Je n'en doute pas une seconde. Mais si vous prenez les 1300 siècles, hein, les 1300 ans, pardon, les 1300 et quelques années de gouvernement monarchiste. Alors c'était la monarchie absolue, hein. Après il y a eu la royauté parlementaire ou constitutionnelle. Bon, ça c'est après la Révolution, hein, à partir de Louis XVIII jusqu'à Philippe Ier. Autrement dit, chers amis, le temps des rois, il n'y avait pas autant Bon, il n'y avait pas Internet, c'est vrai, je vous l'accorde. Il n'y avait pas la presse qu'il y a aujourd'hui, qui va beaucoup plus vite dans les investigations, bien que très en dessous, au-delà, je dirais, de la vérité, on va dire carrément dans la fabrication des idées, hein. Aujourd'hui, la presse, elle est dans la fabrication des idées et non plus dans la véritable investigation. Mais je ne suis pas là pour parler de la presse. Je suis là pour parler de la politique du pays des fromages qui suit son cours. Alors, chers amis, je vous invite quand même en tout début de vidéo de vous abonner. Si ce n'est pas encore fait, ben faites-le. Sinon, on ne pourra pas commencer. Partagez cette vidéo. Bien sûr, mettez-moi un pouce en l'air ou en bas, comme vous voulez, en haut ou en bas. Et surtout, activez la clochette si vous souhaitez, si vous voulez
voir grandir cette chaîne et aussi, et bien sûr, pour que vous les ayez en première, dès que les vidéos sortent, que vous soyez les premiers avertis, sans attendre de chercher sur la chaîne s'il n'y a pas une vidéo qui est sortie. Voilà, voilà. C'est tout simplement pour ça je demande d'activer la clochette. Alors, Raymond Poincaré, je vais y aller tout de suite. Voilà. Raymond Poincaré, alors, il est né, on va y aller rapidement, il est né le 20 août 1860 à Bar-le-Duc dans la Meuse, donc dans l'est du pays des fromages, est mort le 16 octobre 1934 à Paris, est un avocat et homme d'État du pays des habitants du fromage. Il est le président de la République française du 18 février 1913 au 18 février 1920. Alors, on va lire comme ça ici, là. Alors, bon, je l'ai dit, élection 17 janvier 1913, président du Conseil, Aristide Briand, Louis Barthou, je ne connais pas son portrait, d'accord. Il est né à Marseille. Oh, non, il est mort à Marseille, pardon. Il est né à Chauron-Sainte-Marie, Basse-Pyrénées. Ah, il était pas loin. Gaston Doumergue, voilà, un futur chef d'État, nous y reviendrons. Alexandre Ribot, voilà, Alexandre Ribot. René Viviani, ah, il y a quelque chose qui me fait parler de lui. Euh, Né à Sidi Ben Abbès et mort le 6 septembre 1925 au Plessis-Robinson, donc en Ile-de-France, chers amis. Pierre Viviani, alors je sais pas, je vais peut-être le garder lui pour une prochaine recherche de cet homme. Voilà. Alors Viviani, Alexandre Ribot, ça vous connaissez son portrait déjà. Paul de Pinlevé, voilà. Georges Clémenceau, bon, et de nouveau ici. Prédécesseur Armand Fellière, donc ancien président de la République et des Pays des Fromages, et successeur Paul Deschanel. Voilà, autre président. Non, il était président déjà, monsieur Fellière. D'accord. Sénateur français, donc 21 janvier 1920, 15 octobre 1934, donc 14 ans, 8 mois et 24 jours. Ah, j'ai oublié de dire qu'il est resté 7 ans comme président de la République des Pays des Fromages, hein, d'accord. Élection 11 janvier 1920 comme sénateur français. Hein. Réélection 6 janvier 1824, 6 janvier 1900, non, 1924, pardon, 1933. Circonscription La Meuse, c'est là qu'il défendait son mandat de sénateur. Groupe politique Union républicaine, prédécesseur Charles Humbert, successeur Arthur Mirouel. On n'a pas les figures, si voilà. Président du Conseil des ministres du pays des habitants du fromage et ministre des Finances jusqu'au 11 novembre 1928. 23 juillet donc 1926, 26 juillet 1929, 3 ans et 3 jours, président Gaston Doumergue. C'est lui qui était donc président de la République apparemment. Gouvernement Poincaré, Raymond Poincaré. Voilà son gouvernement. Législature 13e et 14e circonscription sans doute. Hein. Coalition centre-droit ADRI, RRS, PRS, FR, bon, avec des tirés, hein, voilà. Prédécesseur Édouard Herriot, voilà, Édouard Herriot. Successeur Aristide Briand et André Chiron, qui était André Chiron, voilà. Ensuite, président du Conseil des ministres et ministre des Affaires étrangères, 15 janvier 1922, 1er juin 1924, 2 ans, 4 mois et 17 jours, président Alexandre Mitterrand, donc président de la République, des pays habitants du fromage, gouvernement Poincaré, on l'a vu, voilà, législature 12e circonscription, non c'est pas ça, coalition bloc national, je sais pas à quoi ça, donc ARD, FR, RI ou RL, des radicaux, DVD,
Prédécesseur Aristide Briand, successeur Frédéric François Marsal. Qui était-il cet homme? Voilà le portrait. Président du Conseil des ministres des habitants du pays des fromages et ministre des Affaires étrangères. 14 janvier 1912. 21 janvier 1913. 1 an et 7 jours. Président Armand Félière. Gouvernement Poincaré. Législature 10e. Coalition gauche. RRRS-R je crois, SI-PRD-ER, décidément, prédécesseur Joseph Caillot, voilà, successeur Aristide Briand. Il est partout, lui, hein. Ministre des Finances, 23 juillet 1926, 11 novembre 1928, 2 ans, 3 mois et 19 jours. Président Gaston Doumergue, voilà Gaston Doumergue. Président du Conseil lui-même, certainement le même, hein. Gouvernement Poincaré, quatrième mandat apparemment. Prédécesseur Anatole de Moncy, voilà. Successeur Henri Chiron. Donc 14 mars, 25 octobre 1906, 7 mois et 11 jours. Président Armand Félière, président du Conseil Ferdinand Sarien. Gouvernement sarien, donc voilà. Prédécesseur Pierre Mériot, successeur Joseph Caillot. Voilà, on l'avait vu tout à l'heure. 30 mai 1894, 26 janvier 1895, 7 mois et 27 jours. Moi, je comprends plus là. Président Sadi Carnot. Jean-Casimir Perrier, président du Conseil Charles Dupuis. Ça m'a l'air d'être un peu mélangé tout ça. Gouvernement Dupuis, 2 et 3e mandat apparemment. Prédécesseur Auguste Burdeau, pardon, je vais voir un petit peu à quoi ressemble cet homme, voilà. Beau visage par contre. Et successeur Alexandre Ribot. Voilà. Ministre des Affaires étrangères, bon, on pourrait continuer comme ça longtemps, hein. Ouh, il a fait un mandat assez long. Alors, voilà, je vous laisse poursuivre. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de cet homme? Bon, Raymond Poincaré, qui était-il en fin de compte? C'était un homme chef d'État, bien sûr. Voilà, Raymond Poincaré dans son habit vert, ça c'est certainement en tant qu'académicien, non, parlementaire. Ah, en tant que parlementaire, oui, à l'époque, il s'habillait quand même, et il était vêtu autrement. Début. Alors là, enfance, études et vie privée et familiale, bon, ça on l'a vu un petit peu. Alors, Poincaré enfant avec son père, Nicolas et son chien. Voilà. Caporal Poincaré lors de son service. Raymond Poincaré avant 1900. Là, on l'a vu dans son habit parlementaire. Il y avait du respect quand même dans la fonction. Ça ne peut pas dire le contraire, même si toutefois, bon, président du Conseil 1912-1913, on l'a vu. Élection présidentielle de 1913, annonçant l'élection de Raymond Poincaré. Raymond Poincaré à Reims en 1913. Président de la République 1913-1920. Son mandat de chef de l'État va évidemment être marqué par la Première Guerre mondiale, et oui, ça, pendant laquelle il est l'artisan de l'union sacrée politique et sociale, aux côtés de René Viviani, Aristide Briand et de Georges Clemenceau. Bon, Georges Clemenceau, il y aurait 2 mots à dire. Georges Clemenceau, c'est quand même l'homme qui n'a pas hésité à envoyer des hommes se faire tuer, hein. Bon, enfin bref. Déclenchement de la Grande Guerre. Alors là, il pousse à la fermeté la Russie lors de son voyage officiel du 13 au 23 juillet 1914 en Russie afin de renforcer les alliances
2 semaines après l'attentat de Sarajevo. Alors l'attentat de Sarajevo, c'est ce qui a déclenché la guerre. Bon, c'était un prétexte, hein. L'attentat était un prétexte, bien sûr. Avec Briand et Clemenceau. Et contre Jaurès et la SFIO, Parti socialiste de l'époque, Raymond Poincaré soutient la loi des 3 ans. Alors, les 3 ans est une loi France des habitants du fromage de 1913 augmentant la durée du service militaire de 2 à 3 ans et en vue de préparer l'armée des habitants du pays du fromage à une guerre éventuelle avec l'Allemagne, laquelle surviendra l'année suivante et deviendra la Première Guerre mondiale. Bon, qui prolonge le service militaire à 3 ans, d'accord. En échange, il concède au Parlement hostile à la guerre un impôt progressif sur le revenu dont le débat s'ouvre au Sénat le 3 juillet 1914, quelques jours après l'attentat de Sarajevo. C'est cependant une mesure très peu appréciée, jusque dans son propre parti. Il a ainsi pu être surnommé Poincaré à la guerre. Alors Poincaré, il faut savoir, c'est celui qui a indexé le franc, la monnaie, sur l'or, je vous le rappelle. C'est lui, c'est Raymond Poincaré qui a réformé la monnaie, le franc. Voilà. À l'époque où on avait les francs. Mais là, c'était des francs avec des trous au milieu. Vous n'avez pas connu ça, chers amis, sauf les plus anciens comme moi. J'ai un petit peu connu ça, mais c'était déjà plus en pièces de collection que dans son quotidien. Dans le quotidien, on n'en voyait plus, hein, pratiquement. Mais il y avait encore des gens qui avaient dans la poche, dans leur porte-monnaie, des pièces avec un trou au milieu. C'était, bien sûr, avant les années 40, hein, 1940, notamment par Édouard Herriot. Euh, Édouard Herriot, alors qui était-il cet homme? Est un académicien et homme d'État des pays des habitants du fromage, membre du Parti radical socialiste. Donc, hein, il est une figure centrale de la Troisième République, oui, en effet. Raymond Poincaré aurait déclaré vouloir présenter la paix en ordonnant un éloignement de 10 km de la frontière franco-allemande des troupes de couverture en juillet 1914. Bon, cependant, cet ordre sera qualifié de purement diplomatique et pour l'opinion publique anglaise et sera officiellement levé le 12 août 1914, 24 heures avant la déclaration de guerre allemande. Ah, c'est les Allemands qui nous ont déclaré la guerre là pour le coup? Apparemment, oui. Ah, Poincaré et la guerre de 14, d'accord. Bon, pendant la guerre, on va voir ça tout de suite là, Raymond Poincaré et Joseph Joffre, le général, hein, sur le front de la Somme. Vous voyez donc déjà le président de la République allait encore sur le front. Demander aujourd'hui à Emmanuel Macron d'aller sur le front là où il veut faire la guerre. Vous voyez de quoi je parle. Alors, le 4 août, son message est communiqué aux chambres par René Viviani. Le pays des fromages sera héroïquement défendu par tous ses fils, d'accord, dont rien ne brisera devant l'ennemi, bien sûr. L'union sacrée et qui sont aujourd'hui fraternellement assemblés dans une même indignation contre l'agresseur. Bon, bref. Alors, je ne vais pas vous faire le commentaire sur la Première Guerre mondiale, ce serait trop long. Il n'hésite pas parfois au péril de sa vie à venir au front. Oui, voilà, c'est ça, ce que je vous dis. Autrefois, les chefs d'État, ils avaient encore la pudeur d'aller sur le front. Bon, bien sûr, à quelques kilomètres peut-être des combats, mais enfin pas très loin. Vous voyez? Mais là, lui, il est carrément sur le front. Carrément. Ça veut dire qu'à tout moment, une bombe, une bombe, un obus pouvait lui tomber dessus. Vous voyez? Même si son camp était protégé, mais un avion lâche un obus, camp ou pas camp, si vous le prenez en pleine tête, voilà, il ne reste plus grand-chose, hein. Alors, il n'hésite pas, parfois au père de sa vie, à venir au front, essentiellement dans la Meuse et dans la Somme, afin de juger du moral des troupes et des populations déplacées. Il visite à plusieurs reprises la partie de l'Alsace, redevenue France, du pays des fromages, voilà, dès le 7 août 1914, au col de la Schutz. Qu'est-ce que c'est que le col de la Schutz? C'est une montagne, hein.
est l'un des principaux cols du massif des Vosges. Ah, ben, pourtant je connais bien les Vosges, hein. Enfin, un petit peu. Situé entre les communes de Watin, Vosges et de Stolschwitz au Rhin, assurant les liaisons entre ces deux départements. Bon, Athan, voilà, Athan, tout ça c'est au pays des fromages, hein, bien sûr, et là aussi peut-être, hein, entre le 11 février 1915 et le 10 avril 1916, il visite le Petre. Bon, ça on sait que c'est chez nous. Et le 14 novembre, il dira par la suite de toutes les visions d'horreur que la guerre m'a offertes, c'est au bois le Petre que j'ai pu être vu, que j'ai peut-être vu les plus effroyables. J'y suis allé plusieurs fois et j'y ai vu au premier jour d'hiver nos soldats merveilleux d'endurance au milieu de l'humidité et de la boue. Ouais. En fin 1917, il nomme le radical socialiste Clémenceau. Ah, c'est une erreur. Enfin bon, qu'il n'apprécie guère d'ailleurs, bon, mais dont il admire la fermeté de caractère comme président du Conseil. Son rôle devient alors plus discret et il se plaint même dans ses écrits d'être mis de côté. Ben oui, t'as nommé un homme fort, plus fort que toi, ben forcément il te met de côté, c'est évident. C'est la bagarre, hein, en République. Il conserve toutefois une certaine influence, selon l'historien Michel Winnock. Michel Winnock. Une certaine forme de cohabitation se met en place entre les deux hommes, donc Clémenceau est bien sûr, ça y est, je ne me rappelle plus le nom, Poincaré. Après la guerre, donc, sa présidence nous est bien connue, notamment par ses mémoires en 10 volumes au service du Pays des Fromages, qu'il publie entre 1926 et 1934. On y découvre un chef de l'État désabusé par les limitations de sa fonction. À la différence de ses prédécesseurs, il s'efforce de dépasser le rôle de représentant et de magistère moral qui est alors celui du président de la République en faisant connaître son avis personnel et en agissant par des intermédiaires. Il doit néanmoins, dans le cadre contraint auquel l'interprétation dominante de la Constitution le limite. Constitution de quelle année? Liste de la Voilà, la Constitution de 1875, vous voyez, je m'étais trompé, hein, il y a donc 1789, 1804, 1875. Et je ne parle pas des réformes qui ont eu lieu ces 20 dernières années, ici même, hein, dans le pays des fromages. Ce sont les 3 lois de nature constitutionnelle votées au pays des fromages par l'Assemblée nationale entre février et juillet 1875, qui instaure définitivement la Troisième République. Ouais, bon. Après la présidence 1920-1934, au tour au Sénat et président du Conseil, deuxième et troisième gouvernement 1922-1924. Voilà, bon, on passe. Président du Conseil, quatrième et cinquième gouvernement 1926-1929. Tract pour les élections législatives de 1932, faisant référence à la prophétie de Raymond Poincaré. Ah bon. Mort et obsèques, voilà, nous y arrivons. Devenu sénateur de santé fragile, il est bouleversé par la mort de son ami Louis Berthoud. Louis Berthoud, né le Laurence Sainte-Marie, Basse-Pyrénées, est mort le 9 février 1934 à Marseille, on l'a vu. Bouches-du-Rhône est un journaliste et homme d'État du Pays du Fromage, d'accord. Dans le 16e arrondissement, des suites d'une embolie pulmonaire en raison de la situation financière précaire du couple, le Parlement dut voter une pension à sa veuve. C'est, ouais. Henriette Poincaré, née Henriette Adeline Benucci, le 8 mai 1850, Gardabassi est morte le 19 février 1943 à Paris, et l'épouse de Raymond Poincaré, bien sûr. Bon, voilà.
Alors, en raison de sa situation financière, ces obsèques nationales ont lieu à Paris le 20 octobre en présence du président Albert Lebrun, qui lui succède certainement, voilà, de Gaston Doumergue, autres dirigeants, des membres du gouvernement et des missions étrangères, dont Nicolas de Roumanie. Voilà, le prince Nicolas de Hohenzollern ou de Roumanie. Ensuite, il est inhumé dans l'intimité familiale le 21 octobre à Nubécourt. C'est où Nubécourt? Nubécourt est une commune du Pays du Fromage située dans le département de la Meuse en région Grand Est. Oui, c'est comme ça qu'on dit aujourd'hui. D'accord, voilà, sa tombe, elle est là. Nubécourt, dans son département natal. Dans son département natal de la Meuse, après des funérailles en l'église Saint-Martin du village célébré par Monseigneur Ginesti, évêque. Voilà l'évêque de Verdun ou Verdun, sont présents dans l'église l'amiral de Le Bigot, qui représente Albert Lebrun, André Tardieu, Édouard Herriot, comme on a dit tout à l'heure, ministre d'État Alexandre Millerand, un futur dirigeant bien sûr de la Troisième République, ancien président de la République, tous accueillis par messieurs Castus, préfet du département, Charlet, maire du village, et le général Guitry, oui c'est ça, Guity, pardon, commandant le premier corps d'armée. Détail des mandats, bon ça on a vu un petit peu rapidement, les décorations, les œuvres. Bon voilà chers amis, j'avais envie de faire le tour de ce président Raymond Poincaré. Alors comme je vous l'ai dit, Raymond Poincaré, c'est surtout, bon c'est le chef de l'État, naturellement, le chef de la Troisième République, mais c'est aussi, et je dirais avant tout, le réformateur euh, du franc indexé sur l'or, je crois, si j'ai bien compris, si je me rappelle bien. Il y aura un autre réformateur du franc, mais on en parlera plus tard, c'est sous De Gaulle. Voilà, on en parlera plus tard. Mais ici, il y avait un franc assez fort quand même, assez fort. Il se portait mal quand il est arrivé aux fonctions, mais il a su, je crois, il a su redresser un petit peu la parité du franc à l'époque, hein. Voilà. Voilà, chers amis, bon, ben, cette vidéo s'achève, hein. Je reviens ici sur la page d'accueil. Voilà, avec une belle matinée. Là, c'est pas la nuit, hein. C'est le matin de bonne heure. C'est quand j'allais me promener un petit peu pour aller chercher mon pain quand j'avais l'appareil photo. Bon. Et bien voilà, ça se termine, chers amis. Alors, comme d'habitude, je vous souhaiterai par avance un bon dimanche, bien sûr. Bon courage. Bon, bonne journée déjà si vous allez pique-niquer, s'il ne fait pas trop mauvais. Là, le temps frais commence à arriver. Il paraît que des neiges vont arriver, je ne sais pas. Moi, je n'écoute pas la météo, j'entends des bruits, ça et là, mais d'une presse, vous savez, mainstream, comme je dis tout le temps, hein. Donc méfions-nous. D'ailleurs, s'ils arrivent à prévoir du temps sous 10 jours ou 8 jours, c'est qu'il y a une raison. C'est qu'il y a quelque chose, il y a anguille sous roche. On ne peut pas prévoir quelque chose si on n'a pas une boule de cristal. Ici, les boules de cristal, c'est les écrans qui vous donnent à peu près les évolutions ou révolutions qui se font à notre insu à travers les épandages, à travers pas mal de choses, on va dire. La micro-ingénierie, hein, climatique, ça existe, même si certains disent que c'est complotiste, mais c'est pas vrai du tout. D'ailleurs, maintenant, de plus en plus, même la presse se met à dire, dans quelques cas, qu'effectivement, par exemple, ça fait un mois qu'il n'y a pas eu de soleil à Rennes. Un mois. Ça s'est jamais vu. Dans toute l'histoire des cartes météorologiques depuis sa naissance, des cartes de la météorologie, hein, il n'y a jamais eu un seul mois dans l'année où il n'y a pas eu de soleil. Donc ça montre que progressivement, on va
vers un soleil de plus en plus camouflé, ou en tout cas le peu de soleil que vous allez avoir, ce sera un soleil très amoindri au niveau des chaleurs, mais on vous dira toujours c'est la faute c'est la faute du climat. On va toujours vous mettre le climat en tête, hein. On ne vous dira pas c'est la faute de quelques hommes, quelques militaires qui manipulent le temps. Ça, on ne vous le dira jamais. Bon, chers amis, voilà, cette vidéo s'achève. Alors écoutez, soyez heureux en famille, soyez heureux entre amis, soyez heureux, faites une sortie, ne restez pas chez vous, ou alors restez chez vous, jouez à des jeux domestiques, hein. Je sais pas, moi, il y a les dames, il y a la belote pour les adultes, hein. Il y a leur ami, il y a des tas de jeux. Bon, détendez-vous, écoutez de la musique, ça fait du bien, surtout de la musique classique. Moi, c'est ce que je fais, j'écoute beaucoup de classiques, ça me détend. Et ça me fait voyager, ça me donne beaucoup d'idées, notamment. Mais bon, on en reparlera un jour peut-être. En tout cas, chers amis, on se dit à bientôt. Et je vous souhaite un bon dimanche encore une fois. Au revoir.